bonjour, vous êtes Jean-Marc Fontanet, vous êtes né à Pau en 1962. Alors c'est difficile de vous présenter, vous avez beaucoup de métiers et d'activités à votre actif. D'abord, vous êtes vétérinaire, donc merci d'être venu en tenue de travail. Vous êtes bien sûr candidat aux élections européennes 2024 sur une liste qui s'appelle Pour une autre Europe. Alors, nous, à Europa Nova, nous avons préparé donc, le conclave, qui est une réunion avec 50 personnalités européennes pour parler des priorités, pour s'interroger et pour, si vous voulez, influencer l'agenda européen qui est en train de se construire. Je voulais que vous me précisiez quelques éléments biographiques et puis aussi votre projet. Alors, sous forme de 3 priorités. Donc, quelles sont vos priorités? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre activité qui est un petit peu déroutante? Ah ben c'est un peu atypique. En fait, donc je suis docteur vétérinaire, hein, donc je suis sorti en 85 de l'école de Toulouse et je suis la génération d'Actari. Donc en fait, j'ai voulu faire veto et donc j'ai des études vraiment très intéressantes sur la biodiversité et j'ai pris conscience depuis très longtemps de l'effondrement de la biodiversité. Donc j'ai voulu me dire mais il faut faire quelque chose, il faut sortir de la clinique vétérinaire et c'est comme ça que, alors il y avait ce côté biodiversité puis il y avait le côté entrepreneur aussi où pendant mes gardes, j'ai appris tous les métiers du bâtiment en autodidacte, j'ai fait la rénovation de maison et j'ai monté un gros projet immobilier dans ma ville de Château-Renard où il y a 15 entreprises dedans, donc j'ai aidé les entreprises à se créer. À partir de là, en tant que citoyen, j'ai voulu faire des propositions à nos politiques locaux et je me suis aperçu qu'en fait, ça ne les intéressait pas. Donc suite à ça, on a monté une association pour l'urbanisation concertée, pour changer les choses dans notre ville. Ah oui, vous êtes aussi président et fondateur d'associations. Oui. Si vous pouvez nous décrire un peu plus. C'était l'association pour l'urbanisation concertée en 2003 pour changer le PLU qui allait dans le mauvais sens avec plein de choses qui... Le plan local d'urbanisme. Voilà, le plan local d'urbanisme. Et suite à ça, j'ai vu qu'on n'était pas du tout entendu. Donc on a fait changer 80% des choses qui n'allaient pas, je dirais juste comme ça. Et puis, suite à ça, j'ai vu que, comme on n'était pas écouté pendant 10 ans, je me suis occupé de mettre mon hyperactivité dans des projets sportifs, individuels et collectifs, notamment des organisations d'ultra-trail. Et en 2014, j'ai décidé, suite aux élections européennes, en voyant que ça montait dans les nationalismes, qu'on risquait d'avoir des guerres, donc j'ai réuni des amis, on a créé l'association du mouvement des transmetteurs réunis. Des transmetteurs réunis qui transmettent les savoirs, les expériences, les entreprises. Et donc pour moi, on est devenu sur un vol des générations, alors qu'avant, on était sur une transmission des savoirs et des entreprises. Donc j'ai publié 3 bouquins qui s'appellent Le Serfant, droit dans l'iceberg ou changer de cap. C'est une trilogie sous forme médicale, pays malade, atteint la serfanite, dont les symptômes sont la politique, l'économie, la justicite, la médiatite, etc. J'ai fait une analyse pathogénique. Et donc ça m'a amené par des lecteurs à me solliciter pour candidater sur une primaire citoyenne en 2017 qui s'appelait laprimaire.org. J'ai candidaté, puis avec des idées sur la ruralisation, puisque le projet va baser sur la rénovation des petites entreprises et de la ruralité. Tout le territoire français, le plus grand réseau d'entreprises, c'est les petites et moyennes entreprises. Et elles sont en train d'être laminées par toutes les lois qui sont faites par nos politiciens, justement. Donc il y en a, j'en connais pas qui se sont levés le matin pour aller chercher 1 euro de l'argent qui les rémunère. Ils sont tous payés par l'argent public, c'est-à-dire des nôtres, des entrepreneurs. Et donc, de ceux qui payent des impôts, mais voilà, d'abord les gens d'entreprise qui créent les richesses d'un pays. Donc dans les 3 priorités, est-ce que vous pouvez me résumer en 1 minute maximum vos 3 priorités? Les 3 priorités, il y a d'abord faire de l'instruction populaire sur la politique, donc remettre de la démocratie, changer les institutions européennes. Donc ça, c'est pour ça qu'on a une mesure phare qui s'appelle Pour et comment mettre la feu sans la brûler pour une autre Europe. Donc il y a des petites vidéos là-dessus. Donc instruire sur la politique où les gens ne savent pas qu'en fait les politiciens décident de notre avenir par les lois qu'ils font. Il faudrait qu'ils en prennent conscience. On l'a vu pendant le Covid, pour aller faire des auto-attestations aux gens, il faut quand même aller assez loin. Ensuite, c'est instruire les gens sur l'économie. L'économie également, on n'a aucune notion, les gens ne s'y intéressent pas. Il faut suivre l'argent pour comprendre ce qui se passe. On est endetté à 3200 milliards d'euros. Donc on est en train d'endetter nos générations sur le futur. Donc j'ai fait des articles sur l'économie. Notamment, on a des mesures pour revaloriser le travail des petites mains, qui sont toutes celles qui ont fait tourner les pays pendant que nos dirigeants fermaient les entreprises, etc. Sur l'immigration aussi, comment traiter les problèmes migratoires. Et après aussi, la troisième partie, c'est l'écologie,
qui pour nous, l'écologie, c'est l'optimisation de la vie dans leur milieu des êtres. Et donc en fait, c'est pas du tout les partis écologistes dans lesquels je ne me reconnais absolument pas. Et c'est pour ça que donc on a des articles sur comment, pour et comment lutter contre la délinquance, pour et comment arrêter les guerres. En 3 minutes, on a des moyens d'arrêter les guerres. Donc voilà, tout ça, c'est dommage qu'on ne soit pas interviewé sur les grands médias. Et c'est pour ça que je vous remercie à Europa Nova justement de nous recevoir, hein, de donner la parole à tous les petites listes. Et il y a eu une autre personne qui a fait ça, c'est Hugo Couturier, qui est un journaliste sur Twitch, sur Internet, qui a fait ça. Eh bien, merci, Voilà. je ne le connaissais pas. Quel est votre point de vue sur l'élargissement de l'Union européenne dont on parle? Alors notre point de vue, il est plutôt pour refonder une Europe avec d'autres pays sur d'autres bases. Puisqu'en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que tous nos élus ne parlent pas des dysfonctionnements. Il faut savoir que nous avons 7 institutions au niveau européen, il n'y a qu'un Parlement qui est élu, donc les seuls légitimes sont ceux qui sont élus par les peuples. Tous les autres sont nommés. Donc c'est complètement aberrant. Il faut expliquer aux Français qu'il y a des décisions à l'unanimité, qu'on a des paradis fiscaux dans l'Union européenne. Donc il ne faut pas confondre Union européenne et Europe, hein, donc c'est très différent. Donc l'Union européenne, donc il y a des paradis fiscaux. Ensuite, il faut rappeler aussi qu'en 2005, on a voté non pour le référendum pour l'Union européenne. En 2008, on l'a fait repasser avec un oui. Et ça détruit tout. Donc c'est pour ça que nous, les propositions, c'est simple. Les élus, si nous étions élus, et que de toute façon, les élus, si on n'est pas élu, vu le système politico-médiatique qui est mis en place, on fera une pression sur les élus, parce que ce sont les seuls qui sont légitimes pour changer les lois. Et les premières lois à faire, c'est changer le fonctionnement de l'Union européenne. C'est très clair. Concernant la défense, vous êtes pour une armée européenne, comme l'était Jean Monnet, un des premiers à parler d'armée européenne. Vous êtes pour une défense européenne, ou quelque chose de plus géré finalement par les nations européennes. Quel est votre point de vue sur la défense, qui est un sujet d'actualité, la guerre s'étant invitée à nos portes? Tout à fait. Donc nous, en fait, on n'est pas pour une problème de défense, on est pour changer, pour avoir des leaders de paix et faire la paix. Donc la défense et l'armée, c'est un moyen d'une économie de guerre. Votre défense, finalement, c'est d'œuvrer pour la paix. Oui. C'est une forme de défense. Oui. Je vais prendre la guerre en Ukraine, par exemple. C'est pour ça, si nous sommes élus députés européens, on organisera une conférence internationale, on invitera les protagonistes, que ce soit Vladimir Poutine et Zelensky, autour d'une table, simplement devant les caméras du monde entier, les représentants de leur peuple disent qu'est-ce qu'ils proposent pour faire la paix. Et à partir de là, c'est extrêmement simple. On verra qui ment pas à leur peuple, et puis leur peuple en décideront. Alors, j'ai une petite question qui va vous embêter, mais Hitler, par exemple, était élu aussi. Oui. Il a été élu. Bien sûr. Donc, j'entends bien le désir de plus de citoyenneté, de légitimité par le vote des citoyens. Mais quels seraient vos garde-fous? Parce qu'il y a des fous sur cette terre qui sont élus. Comment garantir aussi finalement un monde où il n'y a pas de gens qui veulent effectivement faire la guerre ou envahir les autres, parce que c'est à double tranchant. Tout le monde a envie effectivement d'un monde plus démocratique, et à la fois il y a encore peut-être un manque de garde-fous pour qu'il y ait, parce que l'élection parfois est surprenante. Donc dites-nous comment vous pouvez finalement travailler sur cette question. C'est très intéressant, c'est les bases de notre projet en fait. Puisque vous avez deux types de pouvoirs politiques, enfin 3 types de pouvoirs politiques dans le monde. Le pouvoir des pays nordiques, qui sont beaucoup plus démocratiques, mais qui sont des petits pays. Et après, vous avez 2 blocs qui s'affrontent, les BRICS contre l'Occident. Dans les BRICS, vous avez des pouvoirs politiques forts. Et dans le pouvoir occidental, en fait, vous avez des pouvoirs politiques faibles, qui sont mis en fait, dirigés par des ultra-riches, et donc avec des démocraties de façade. Donc après qu'on ait des décideurs à notre niveau, donc les bases fédératrices, c'est une charte d'engagement. Donc déjà qu'on va soumettre à tous les partis politiques, tous les élus, donc on verra bien ce qu'ils répondent. Donc il y a un site qui s'appelle lesapis.fr, je invite les gens à regarder. Hein. Donc il y a une charte d'engagement que nous aussi en tant que candidat. On a une commission éthique qui permet, si demain on déroge de cette ligne directrice, de nous mettre sur la place publique. Donc c'est un mandat révocatoire officieux, avant de le mettre officiel, si on a le pouvoir pour pouvoir le mettre en place. On a comme garantie un jugement majoritaire, c'est-à-dire que moi qui suis élu tête de liste, je n'ai pas un ultra riche ou une puissance étrangère qui finance notre campagne, pareil un financement participatif. Si les gens ne veulent pas financer, eh ben, on n'existe pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait les garde-fous par rapport à des pouvoirs politiques,
demain, ils sont tout prêts. Et par rapport à tous les élus, hein, que ce soit du maire en remontant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation du droit, notamment du droit des affaires ou même du droit privé, où par exemple des parents se déchirent entre Allemands et Français ou Hongrois et Français sur la garde des enfants. Ça, c'est pas exactement légiféré, harmonisé au niveau européen. Vous êtes plutôt pour plus d'harmonisation du droit ou pour, comme Jordan Bardella, finalement, plus d'harmonisation du droit national et moins au niveau du droit européen? Alors, nous, on est d'abord pour reconstruire une autre Europe. Pour une autre Europe. C'est-à-dire qu'actuellement, elle ne fonctionne pas du tout, donc on ne peut pas harmoniser sur des bases qui ne sont pas bonnes. Donc c'est pour ça que nous sommes sur la reprise de notre souveraineté. Alors, souveraineté pour nous, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à décider de son avenir. Hein, c'est pas de l'identitaire, hein, c'est pas du tout ça. Et donc, en fait, pour pouvoir changer les choses, il faut d'abord qu'on soit souverain. Déjà, quand on a des lois qui ne fonctionnent pas, qui dysfonctionnent en France, vous prenez la fiscalité des petites entreprises, des grandes entreprises, ça n'a rien à voir. Donc comment voulez-vous harmoniser des choses au niveau européen quand déjà dans un pays, c'est pas du tout harmonisé? Donc voilà, c'est pas d'actualité. Quelle est l'action européenne que vous avez menée dans le cadre finalement déjà de votre aventure politique, parce qu'elle continue mais elle a un passé. Quelle est votre action européenne dont vous êtes le plus fier? Le plus fier dans l'action, ben je dirais que c'est la mesure phare, puisque la première chose, c'est de savoir quelle est cette Union européenne, et donc en fait, sortir de cette Union européenne telle qu'elle dysfonctionne, et construire un autre fonctionnement de partenariat entre les pays. Donc c'est ce qu'on propose par cette mesure. Merci. Le traité de Lisbonne, il consacre finalement la primauté des États membres. Que faites-vous finalement comme bilan de l'Europe des nations? Est-ce que vous orientez vers une Europe plus fédéraliste, finalement, donc plus d'Europe? Parce que vous dites que vous voulez la changer, mais la changer pour faire plus d'Europe ou moins d'Europe? Est-ce que vous pouvez être clair? Alors, ça va être très clair. Il faut savoir que l'Union européenne, sans la France, il n'y a plus d'Union européenne. Puisque la France, c'est le pays qui détient une bombe nucléaire, donc il y a encore une souveraineté. Donc nous, on propose une autre Europe, qui serait, alors on a plusieurs propositions, mais la proposition phare qui est ressortie, c'est d'avoir 10 députés européens par pays. Voilà, donc des spécialistes en économie, en justice, dans les différents domaines comme pour le gouvernement, ce qui ferait 270 députés. Toutes les autres institutions, on les met de côté pour l'instant. Et si on a une structure beaucoup plus simple, ça sera une structure où les députés seront sollicités sur des sujets. Et si par exemple, sur la presse, on a un problème de presse libre et éthique dans tous les pays, donc on a une proposition très simple, regardons ce qui se passe dans d'autres pays, puisque les problèmes existent ailleurs. Donc le rôle de ces députés serait de réfléchir et de regarder ce qui se passe ailleurs pour le proposer au gouvernement souverain de leur pays, ce qui fait que la France serait souveraine, mais tous les autres pays seraient souverains aussi. Et à partir de là, nous, en tant que Français, avec la bombe nucléaire, on pourrait retrouver une indépendance par exemple à la Chine, par rapport aux États-Unis, et donc une véritable parole sur la scène internationale. Vous parlez donc d'un benchmarking intra-européen aussi qui n'est pas formalisé aujourd'hui, ce benchmarking. C'est exactement ça, puisqu'en fait, on l'a vu pour Airbus, on a eu des partenariats. Donc notre idée, c'est d'avoir des pays souverains, d'avoir des députés européens qui sont pour chapeauter, pour conseiller, pour les gouvernants, et ensuite de refaire des choses différentes. Merci. Là, je vais vous poser une question plus personnelle. Vous candidatez pour un mandat européen. Quelle a été dans votre peut-être enfance, votre parcours? Alors là, je ne m'adresse pas à l'homme politique, mais simplement à l'homme, à Jean-Marc Fontagné. Voilà, Fortané. Donc, quel a été votre parcours, votre déclic pour avoir cette envie d'Europe? Parce que vous êtes un petit candidat, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut réunir beaucoup d'argent, beaucoup de signatures. Quelle est votre histoire finalement qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Alors, je suis père actif déjà en France, hein, en entreprise et docteur vétérinaire. Et donc, j'ai aussi voyagé dans plein de pays du monde, en routard. Et on s'aperçoit que ce sont les gens qui sont dans les pays pauvres qui partagent le plus. Donc, c'est vos voyages qui vous ont inspiré? Ah, mais ça m'a énormément inspiré. Voilà. Énormément inspiré. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.